Monsieur, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Fatima Ba, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane, bonsoir également à vous, chers téléspectateurs, et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Chaud d'ambiance à Petersen ce matin. Des marchands ambulants et forces de l'ordre en sont venus aux mains. Un des délégués de ces vendeurs à la sauvette a tenté de s'immoler par le feu. Affaire Karim Wade, les avocats de l'État face à la presse cet après-midi, ils ont rendu compte de leur mission à Genève pour demander à l'ONU de réexaminer sa position. Guinée-Bissau, le tribunal suprême invalide la nomination de Batino Dia comme Premier ministre. Aux dernières nouvelles, il a même démissionné. Une situation qui enfonce le pays dans l'impasse. Jeux africains de Brazza, le Sénégal décroche 9 médailles, dont une en or. Et puis le dossier du jour s'intéresse à la rentrée du gouvernement après quelques semaines de vacances. Certains vu la situation du pays, doutent même de l'opportunité de ces vacances. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. De l'attention ce matin au marché Petersen. Un délégué des marchands ambulants, Fatima, a même tenté de s'immoler. Un incident, cher Tidiane, qui a créé un attroupement. Les forces de l'ordre étaient obligées d'utiliser les grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Les marchands ambulants désespérés demandent un sursis pour les besoins de la fête de Tabaski. C'est un reportage de Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Tout est parti de là lorsque Damba, un des délégués des marchands ambulants de Petersen, a voulu s'immoler. Dès lors, la réaction des forces de l'ordre ne s'est pas faite attendre. Damba voulait coûte que coûte s'immoler. Heureusement, nous étions à ses côtés. Il y avait tellement de bruit qu'un des policiers a jeté une grenade lacrymogène. Nous n'avons aucun problème. Nous sommes tous des pères de famille responsables et conscients. Une situation désastreuse, c'est le travail de beaucoup de commerçants à l'arrêt. Nous n'avons nulle part où aller. Nous demandons au maire Alundoy de nous laisser ici jusqu'après la Tabaski. Le centre commercial qu'il nous propose de rejoindre est très enclavé. Les policiers sont là jour et nuit. Ils nous surveillent comme du lait sur le feu et parfois ils nous embarquent de force. Même les chauffeurs subissent les contre-coups de cette violence. Nous sommes vraiment perturbés par cette situation. Il faut une solution urgente. Pourquoi la mairie ne les laisse pas travailler jusqu'après les fêtes? Notre travail est au ralenti. Sincèrement, ces affrontements freinent nos activités. Vivement une entente entre les deux parties. Échoppe fermée, propriétaires inquiets sous le regard désabusé des badauds, un climat apaisé vivement souhaité en ces temps qui courent. Procès Hissène Habré au troisième jour après la reprise du procès. Hissène Habré, la cour a procédé à l'audition de Armand Dingamadi, chercheur et historien tchadien. Dans un long rapport, l'homme est revenu sur le contexte historique du Tchad sous le magistère d'Hissène Habré, notamment le climat politique, la guerre contre la Libye de Kadhafi, mais aussi la rébellion du sud du Tchad menée par les Kodos et la répression qui s'en est suivie. L'expert a également apporté des éclairages sur la répression des Adiaraïs et des Zagawas suite à la mise en place du Mossanat créé par des dissidents issus des rangs du président Habré. À la fin de son exposé, M. Dingamadi a répondu aux questions des différentes parties prenantes à l'audience. A noté aujourd'hui la présence des 3 avocats commus d'office par les chambres africaines extraordinaires pour la défense. Hissène Habré, pour sa part, n'a plus payé mot. Il a été interpellé à 3 reprises par la cour pour se présenter devant la barre, mais il est resté de marbre.
Et puis, cher Tidiane, affaire des 14 jeunes de Diana Malari, le procureur a requis 1 an d'emprisonnement ferme. Pour rappel, ces jeunes sont arrêtés pour manifestation sans autorisation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en sommaire, affaire Karim Wade. Les avocats de l'État ont fait face à la presse cet après-midi. C'était pour rendre compte de leur mission à Genève pour demander à l'ONU de réexaminer sa position. Pape Faraning, vous êtes en ligne. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de plus? Bonsoir, Christiane Diao. De retour de Genève, les avocats de l'État ont eu un entretien avec le groupe de travail de l'ONU qui a promis, selon le maître Moussa Félix Sow, de réexaminer les réponses de l'État après avoir publié son avis sur la détention de Karim Wade. Pour eux, il est temps pour le groupe de travail de rétablir la vérité afin d'avoir une crédibilité aux yeux de l'opinion internationale. Pour eux aussi, le principe de l'équité n'a pas été respecté par le groupe de travail. Les avocats aussi déplorent un conflit d'intérêts. Pour eux, cet avis, avec la présence de Béninois au sein du groupe de travail. Ils ont aussi évoqué, rappelé aussi que l'avis du groupe de travail n'aura aucun effet par rapport à la condamnation de Karim Wade après la décision de la Cour suprême. Moussa Félix Sow, Maître Ali Sall et Bassir Ngom, tous étaient devant la presse après le retour de Genève pour parler sur cette affaire. Ils pensent que il était là-bas pour un peu redorer le blason de l'image du Sénégal par rapport à l'opinion internationale. Voilà, merci Pape Faraning. Nous y reviendrons très certainement dans nos prochaines éditions, Fatima Ba. Les chefs d'État de la CEDEAO doivent limiter leur mandat pour éviter des alternances troublées. Telle est la conviction de la société civile africaine. Les membres de cette structure soutiennent que cette limitation constitue un renforcement de la démocratie en Afrique. Sur cette question, beaucoup reste à faire. C'est ce que nous allons voir donc dans cet élément signé Kodengay et Mohamed Dia. La limitation des mandats présidentiels dans l'espace CEDEAO, une préoccupation des membres de la société civile africaine. La structure a procédé à un plaidoyer pour des transitions démocratiques au sommet des États. Les chefs de l'État nous donnent ce signal qu'ils épousent cette valeur que nous considérons comme une valeur cardinale de la démocratie aujourd'hui, c'est-à-dire la limitation des mandats, n'est-ce pas, présidentiels. Ce que nous attendons de cette réunion, c'est que la société civile s'organise comme à son habitude lorsqu'il y a des questions de ce genre pour essayer, n'est-ce pas, de faire du plaidoyer. Et, entre parenthèses, entre griffes, de mettre la pression, n'est-ce pas, pour que nos chefs d'État comprennent que les citoyens de la région sont d'accord pour la limitation des mandats. Ce sondage a montré qu'en Afrique de l'Ouest, le résultat qui a été publié en mai, en moyenne, près de 80% des citoyens de la région sont pour la limitation des mandats à 2. On ne comprend pas pourquoi les présidents hésitent à l'adopter comme une norme communautaire. Mais quel avantage à vouloir limiter les mandats présidentiels? Lorsque vous adoptez la démocratie comme mode de gouvernance de votre pays, vous reposez sur l'hypothèse que tous les citoyens, lorsqu'il s'agit de la gestion des affaires de la cité, sont égaux. Ça veut dire que dans un tel régime, il est inadmissible que quelqu'un considère que lui sera le dirigeant pendant tout le temps et les autres seront dirigés pendant tout le temps. Et donc ce n'est pas compatible avec la nature du régime démocratique. La deuxième chose, c'est extrêmement important lorsque vous venez au pouvoir de savoir que vous y êtes pour un temps. Parmi les 15 pays membres de la CEDEAO, 13 ont inscrit la limitation des mandats dans leur constitution. Une avancée démocratique certes, mais insuffisante. En Afrique de l'Ouest, lorsque vous comparez la région aux autres régions de l'Afrique, disons que la pratique nous dit qu'on se porte plutôt bien. Par exemple, sur les 15 pays de la CEDEAO, il y en a 13 dont les constitutions contiennent des dispositions qui limitent, n'est-ce pas, les mandats présidentiels. Nous pensons que c'est bon qu'au niveau communautaire, il y a une décision, il y a un signal des chefs d'État pour nous montrer que c'est une valeur, non seulement qui est déjà en œuvre dans des pays de la région, mais qu'au niveau communautaire, nous épousons cette valeur. Les constitutions africaines sont souvent tripatouillées par certains chefs d'État pour se maintenir au pouvoir. La limitation des mandats, seul gage d'une alternance démocratique et pacifique dans l'espace CEDEAO.
Kodendia, nous parlons de toute autre chose. Le syndicaliste Oumar Wali Zoumarou rejoint Fatima les rangs du Front patriotique pour la défense de la République. Absolument, cher Tidiane. L'enseignant dénonce le mutisme de la société civile sur certaines questions d'ordre national et pour son départ pour le Front patriotique pour la défense de la République, il a le soutien de ses camarades syndicalistes comme Mamadou Lamine Djanté et Souleymane Diallo du CELS. Aminata Mbaresow, Modou Diop. Des responsables syndicaux qui s'identifient à certaines formations politiques, une chose qui n'est pas nouveau au Sénégal. Oumar Wali Zoumarou a fait cette option. Il décide d'intégrer le Front patriotique pour la défense de la République, une manière pour lui de continuer son engagement. Sur le principe, je pense qu'il faut reconnaître quand même que chaque citoyen a le droit de s'organiser ou bien de participer à une organisation, une association qui défendent des objectifs ou bien des idéaux en tout cas, qui lui sont propres. On en a parlé, lui et moi, par rapport à son engagement et je lui ai donné mon accord total. Il considère qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans une lutte corporatiste et qu'il considère que, étant donné que la société civile a disparu de la circulation, qu'il y a un front de résistance, que lui, il a choisi avec son organisation syndicale de travailler en étroite collaboration avec le Front patriotique. Cela ne fait pas de lui un politicien. Pour ces syndicalistes, le syndicalisme et l'appartenance politique peuvent bien aller ensemble, mais tout de même, ils posent certaines conditions. Je pense qu'il faut être capable de faire la part des choses. Donc entre ce qui est politique et ce qui est syndical, bien que quand même que la barrière soit quand même très, très tenue. Il faut éviter quand même de poser des actes qui puissent créer des suspicions et penser que le responsable syndical est à la solde des hommes politiques. Il y a un complot qui est ourdi par l'establishment au Sénégal avec une coalition contre nature des hommes politiques contre le peuple sénégalais. Et les enseignants font partie de ce peuple sénégalais. Et tous les moyens qui sont légaux et à la disposition des enseignants doivent pouvoir être mis à profit pour faire en sorte que le peuple retrouve sa souveraineté et que les enseignants retrouvent tous leurs droits. Oumar Wali Zoumarou est coordonnateur adjoint du grand cadre des syndicats d'enseignants. Il décide alors d'intégrer le Front patriotique pour la défense de la République. Il indique par ailleurs que la société civile est inexistante au Sénégal. Donc cet engagement est tout à fait légal. Amina Baresso, merci à Sitine, des étudiants en sciences de l'éducation, de la formation et des sports. C'était à la place de l'Obélisque. Après 2 ans de formation, cher Tidiane, ces étudiants réclament une intégration dans la fonction publique. L'un d'eux, Ibrahim Silla, est au micro d'Aminata Baresso, Modou Diop. On est sorti de l'UGB, on a subi une formation et actuellement, toujours on est en situation de professeur contractuel. Telle ne devait plus être la situation actuellement. Donc il faudra vraiment que les autorités du système éducatif prennent leurs responsabilités, agissent. Ce que nous voulons, c'est notre intégration dans la fonction publique. On l'a dit tout à l'heure, et immédiatement, avant la rentrée scolaire. Thiès, ville verte, une famille, un arbre fruitier. Une campagne a été lancée par les populations. Elles veulent que Thiès retrouve son lustre d'antan. C'est une correspondance signée Charanta Diop, c'est la tire. Famille un arbre fruitier, une politique préconisée par les populations thiessoises. Les jeunes, les femmes se sont mobilisés. Ils ont sillonné tous les quartiers de Thiès pour concrétiser cette initiative. Nous devons participer au développement de notre pays, au développement de notre ville, au développement de notre commune. Et donc c'est pourquoi vraiment on a choisi aujourd'hui de venir ici à École Serif Assane Fall et également vers d'autres sites tels que le poste de santé, tels que également certaines mosquées à Médina Fall, on nous attend là-bas. On a choisi quelques familles pour dire que une famille, un arbre fruitier. Donc dans 2 mois, on va encore évaluer pour voir si l'arbre qui a été reboisé est bien entretenu. Thiès et ses cailles cédrales n'ont jamais été dépourvus d'arbres, mais depuis quelque temps, ce vert arboricole a tendance à se décimer par la faute de certains. Tout le monde sait qu'actuellement au niveau du Sénégal, il y a un problème avec les gaz à effet de serre. Et nous devons participer donc à l'atténuation de ces gaz à effet de serre. C'est pourquoi on a contribué à cet acte
plantes pour reboiser, pour que ces plantes puissent remplacer. Ces jeunes et femmes en appellent aux autorités locales pour un appui afin que cette campagne de reboisement puisse faire tache d'huile dans tous les quartiers de Thiès, une pratique qu'ils considèrent comme un acte. Chéranta Diop, Fatima Ba, l'Institut de technologie alimentaire, l'ITEA, veut promouvoir le couscous économique. Et cher Tidiane, les producteurs et transformateurs des produits céréaliers veulent donner plus de valeur à la fabrication du couscous, un procédé qui passera par la fermentation contrôlée. De l'avis du coordonnateur du projet, plus de détails avec Al-Hassan Ba Modou Diop. La région de Louga. Le couscous économique, un élément de réponse pour les transformateurs de produits céréaliers, un résultat qui passe directement par l'utilisation de la semoule. Dans un premier temps, de créer ce couscous à partir de la semoule. C'est-à-dire, au lieu de transformer jusqu'au stade farine, on se limite au stade semoule parce que la semoule a à peu près la dimension du couscous. Et on passe à l'étuvage. Donc on gagne en temps. Hein? On gagne aussi en économie de force de travail parce qu'on ne roule plus, mais également on gagne même en énergie. Hein? Donc voilà pourquoi donc, ce couscous-là est donné, on lui donne le nom de couscous économique. L'aspect transformation est extrêmement important. D'abord, ça permet d'une part d'améliorer le revenu, comme on a dit tout à l'heure. Deuxième fois, ça permet aussi d'assurer la relance de la filière céréale et qui parle d'augmentation de la productivité et donc arrive à la sécurité alimentaire. Je crois que quand on parle de couscous économique, je crois qu'on touche un peu le bien-être puisque certainement les qualités organoleptiques du produit vont être beaucoup meilleures que ce que les populations ont l'habitude de consommer. Une seconde phase est consacrée à l'amélioration des produits finis et selon le coordinateur du projet, la méthode utilisée est la fermentation contrôlée. Les consommateurs, d'après les tests que nous avons faits, veulent un couscous dont le goût est légèrement acide. Alors que dans le premier produit que nous avions mis au point, il n'y avait pas cette caractéristique-là. Donc nous allons le travailler dans cette deuxième phase et ce sera sous forme de ce que nous appelons fermentation contrôlée. Et à l'issue maintenant de ce travail, on fera la vulgarisation en formant les transformateurs, mais également en procédant à l'incubation d'entreprises. Les producteurs et les transformateurs se sont penchés sur le projet, une initiative qui s'étale sur une durée de 3 ans. Plus de 60 millions de francs CFA serviront à sa réalisation. Utiliser également les légumineuses comme l'arachide, n'est-ce pas? L'actualité internationale et nous allons de ce pas en Guinée-Bissau. Le tribunal suprême a invalidé la nomination de Bathino Dia comme Premier ministre et on nous apprend aux dernières nouvelles qu'il a démissionné. Justement, pour en savoir plus, Barka Ba, notre envoyé spécial sur place, est en ligne. Barka, bonsoir. Bonsoir, Chatidiane. Alors Barka, vous confirmez donc la démission du Premier ministre Bathino Dia? Effectivement, Chatidiane, Bassirou Dia donc a été obligé de se conformer à la décision rendue par la Cour constitutionnelle guinéenne, qu'on appelle ici le tribunal suprême, qui a invalidé sa nomination comme Premier ministre intervenu il y a quelques jours par le président José Mario Vaz sur fond de lutte de clan au sein du parti au pouvoir qui s'appelle le PAIGC. Alors, le président Vaz avait limogé son premier ministre Domingo Chimo Prera, qui appartient comme lui à ce parti historique qui dirige la Guinée-Bissau depuis la fin de la guerre de l'indépendance. Et il y avait une tension politique persistante dans le pays qui a obligé le président Vaz à changer de premier ministre. Mais seulement la Cour constitutionnelle, le tribunal, que le président Vaz a violé la Constitution parce qu'il n'avait pas les prérogatives pour nommer ce Premier ministre parce qu'il n'a pas respecté une procédure qui est assez complexe ici en Guinée-Bissau, qui veut que ce soit le parti majoritaire à l'Assemblée qui propose un Premier ministre. Donc on a ici un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, c'est selon, qui complexifie davantage la situation et qui fait qu'il y avait une sorte de bicéphalisme à la tête de l'État et le président a été obligé de choisir un Premier ministre, mais en ne respectant pas la procédure normale. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on est encore dans une sorte de bras de fer entre deux membres du même parti et la communauté internationale, surtout la CEDEAO qui est présidée par Macky Sall, suit de très très près le dossier bissau-guinéen qui peut avoir un impact fort dans toute la sous-région chrétienne.
Alors Bark, comment est-ce que cette situation pourrait s'arranger si l'on sait que l'impasse est vraiment proche? Ce qui pourrait arriver, le scénario le plus probable, c'est que le PAIGC propose au président de la République notre Premier ministre qui va devoir former un nouveau gouvernement. Et il est presque certain que la CEDEAO va peser de tout son poids pour obliger la classe politique guinéenne à aller vers un consensus, puisque ce pays qui a été longtemps fragilisé par les crises institutionnelles à répétition dépend beaucoup de l'aide internationale. Nul doute que la CEDEAO va peser de tout son poids et la communauté internationale en général pour obliger les Guinéens à aller vers un consensus gage de stabilité du pays, sinon rien ne pourra se régler dans ce pays. Et comment la population vit cette instabilité à la tête du pays? Mais c'est ça qui est le paradoxe, Cheikh Tidiane, parce que autant il y a une lutte féroce au sommet du pouvoir au sein de la classe politique pour mettre la main sur l'appareil dirigeant du pays, autant la population bissau-guinéenne est presque blasée. Est-ce que c'est l'habitude de voir ce pays être passé dans toutes sortes de désordres possibles entre des assassinats de présidents de la République, de premiers ministres qui n'ont jamais terminé leur mandat, et pratiquement tous les chefs d'état-major de ce pays ont été assassinés, ce qui fait que le pays est malheureusement habitué à l'instabilité au sommet de l'État, mais dans la rue, l'homme de la rue est tranquille, vaque tranquillement à ses occupations. On ne sent pas de tension au sein de la population, ce qui n'est pas le cas au sein de l'appareil dirigeant du pays. Voilà, merci Barkaba. Nous suivons cette situation de près avec vous et Yaya Diallo. La page des sports de ce journal avec les Jeux africains 2015. Le Sénégal qui décroche sa première médaille d'or en karaté. Mame Fatou Thiaw, donc chez les 68 kilos, a remporté sa finale devant l'Algérienne Atif Imen. Actuellement, donc, le Sénégal a récolté 9 médailles, dont une en or, 2 en argent et 6 en bronze. À présent, dans le dossier du jour, le dossier politique qui s'intéresse au gouvernement qui fera sa rentrée bientôt. Le président Sall et compagnie attendus sur un certain nombre de questions. Oui, la santé, les inondations, l'éducation, des dossiers brûlants de l'heure. Certains s'interrogent sur l'opportunité de ces vacances gouvernementales, comme vous allez le voir dans ce dossier signé Kodengay et Mohamed Dia. Le gouvernement reprend ses activités dans quelques jours après un mois de vacances. Les inondations, l'éducation, la santé, entre autres secteurs qui l'interpellent. L'inondation, ça fait plus de 3 ans que le président Macky Sall est en train de gouverner le Sénégal, mais on constate que le problème des inondations reste intact à ce jour. Et il y a un programme décennal de lutte contre les inondations. Qu'en est-il de ce programme? Et malgré ce programme, on constate toujours que les inondations sont là. Le Sénégal est sous les eaux. C'est un pas en avant, un pas en arrière. Pour ce responsable de l'Alliance des forces de progrès, le gouvernement est toujours dans sa logique de satisfaire les attentes des populations. Sur le plan de la demande sociale, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de pénurie en soi, il n'y a pas d'inflation. Donc je considère aujourd'hui que quand même, sur le plan de la demande sociale, en tout cas sur le plan des denrées déjà, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, vous avez vu que quand même, malgré les fortes pluies qu'on a enregistrées, il n'y a pas eu d'inondation majeure sur le plan national. La question est alors de savoir, est-il opportun pour un gouvernement d'observer des vacances? Les vacances gouvernementales sont une tradition. Il est normal qu'après une année de travail, de prendre congé. Mais le problème est que le congé gouvernemental est pris à un moment où les Sénégalais vivent, où les Sénégalais sont dans des difficultés. Les difficultés liées aux inondations et ses conséquences, les difficultés liées aux dégâts causés par la pluie, etc. Le gouvernement n'est pas en vacances, c'est des vacances théoriques, parce que je crois que l'essentiel du gouvernement était en place, parce que le fonctionnement du gouvernement est continu. Je crois qu'on a procédé à une rupture, justement à une suspension des conseils des ministres pour permettre justement à certains de pouvoir prendre quelques jours de repos. Certains Sénégalais ont aussi leur mot à dire sur ce débat.
Aller en vacances, il ne faudrait pas car il y a beaucoup de problèmes. Il est normal que le gouvernement parte en vacances après un an de travail. Je crois que même de nous vacances, on va quoi. Et puis il y a tellement de problèmes à résoudre. La banlieue qui patauge dans les eaux, les enseignants qui menacent d'aller en grève dès l'ouverture des classes, la santé, des dossiers qui attendent le président Macky Sall et son gouvernement. Merci. C'est la fin de ce journal, Fatima. À demain. À demain, Inch'Allah. Merci, cher Tidiane. Merci également à vous, chers téléspectateurs. La prochaine rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. À présent, la parole à la permanence avec Chérif qui est déjà là pour la suite des programmes.